Régis nous a rejoint, donc je vais le faire rentrer. Régis, qui est responsable, directeur d'Omerta, qui est ancien, toujours grand reporter de guerre un peu partout. Et là, je voulais avec toi parler bien sûr de ce qui se passe en Iran. Bonjour. Bonjour Alexis. Merci d'être avec nous. Alors, on a l'impression qu'au-delà de la frappe et le fait que Donald Trump montre sa toute-puissance avec ses bombardiers furtifs qui font des milliers de kilomètres en 36 heures pour envoyer des super méga bombes sur les installations nucléaires iraniennes. Au-delà de cette frappe sur le nucléaire iranien, et le dernier tweet, un des derniers tweets de Donald Trump le montre, le but est un peu quand même le changement de régime. Encore une fois, et de manière totalement décomplexée. Ce n'est pas politiquement correct d'utiliser le terme changement de régime, mais si le régime iranien actuel est incapable de make Iran great again, pourquoi il n'y aurait pas un changement de régime? MIGA. Donc, clairement, Donald Trump s'inscrit dans la grande tradition américaine du coup d'État très loin pour mettre la main sur le pétrole. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi? Quelle est ta lecture des dernières 48 heures avec cette opération américaine et la communication qui va avec? Écoutez, c'est très, en fait, oui, on a l'impression de revivre du George Bush, quoi. On a l'impression de revivre des moments qu'on a connus, qui montrent d'abord cette espèce d'absence d'apprentissage chez les Américains, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si Donald Trump a fait un des arguments principaux de sa campagne, cette non-intervention, le fait de finir les guerres, le fait de transformer le business, la guerre en business en fait, c'est-à-dire d'introduire des rapports de force entre les pays en faisant coïncider économie et diplomatie. C'était ça son objectif. Eh bien, il y a toujours, et ça je pense que le problème principal, ce sont les armes en fait. Le problème, c'est cette machine monstrueuse de l'industrie de l'armement. Le budget du Pentagone a dépassé les 1000 milliards de dollars. Eh bien, ces armes, il faut bien les essayer quelque part. Il faut bien les montrer de temps en temps. Vous savez, c'est comme je me mets à la place des vendeurs d'armes. C'est cette phrase que dit Lino Ventura, je crois, dans le Touche pas au Grisby, qui est la suite des Tontons Flingueurs. Il dit la justice, c'est comme la Sainte Vierge. Si on la monte pas de temps en temps, le doute s'installe. Eh bien, là, c'est un peu ça. C'est-à-dire, il faut montrer, et Trump a voulu montrer qu'il avait ces incroyables bombardiers, comme vous les décriviez si bien tout à l'heure, parce qu'il y a cette sacro-sainte croyance que l'écrasement, je pense que c'est ce terme-là qu'il faut utiliser, l'écrasement de l'adversaire peut mener à la solution des problèmes, même si tout ce qu'on a écrasé avant n'a jamais mené à la solution des problèmes. Il n'y a pas un seul pays qui a été écrasé par des bombes, et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron a eu cette phrase assez salutaire, je trouve, quand il est au G7 l'autre jour, de dire on ne libère pas un pays en l'écrasant sous les bombes. Et c'est la vérité. On l'a vu avec l'Afghanistan, on l'a vu avec l'Irak, on l'a vu avec la Libye. Alors certains me rétorquent, j'ai eu quelques échanges comme ça. Oui, mais quid de l'Allemagne nazie, quid du Japon? Certes, le Japon a été écrasé sous les bombes, l'Allemagne a été écrasée sous les bombes, là, ils ont été envahis, et ensuite la démocratie, on va dire, est arrivée dans ces pays. Bon, on va peut-être mettre cette parenthèse, mais en tout cas, dans l'histoire récente, on se rend compte finalement que ces stratégies-là ont amené systématiquement à des échecs. Ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis avaient aussi semblé le considérer quand ils ont décidé, vous savez, au départ, ils ont décidé d'aider Netanyahou avec les Houthis. Donc, ils sont allés, parce que les Houthis menaçaient à la fois Israël et en même temps le business international. Donc, ils sont allés déclencher une campagne de frappe aérienne pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, ils ont compris que les Houthis continuaient à balancer leurs missiles balistiques et leurs drones continuaient à menacer leurs porte-avions en mer Rouge. Le Truman a perdu 2 avions à force en faisant des manœuvres
pour essayer d'échapper justement aux frappes des drones Houthis. Donc, ils ont fini par se dire, ça va pas, on va pas arriver en leur tapant dessus. Donc, on va faire un deal. Et donc, il y a eu un accord entre les Houthis et les Américains qui a été signé à Mascate dans le Sultanat d'Oman. En fait, là, on pouvait se dire, bah oui, les Américains ont appris. En fait, non, non. Là, on revient dans le même paradigme. On revient aussi avec quelque chose d'assez, comment on va dire, déroutant si on se place du point de vue du droit international. Vous savez, si on avait fait les accords de 2015, c'était pour encadrer strictement de façon légale le programme nucléaire iranien. Ça avait été extrêmement codifié. C'était la première fois dans l'histoire qu'un pays avait autant un programme nucléaire scruté par la communauté internationale. Donc tout était codifié. Et là, quelque part, Donald Trump, peut-être même sans douter applique la guerre préventive. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est même pas la menace qui, encore à la limite, on pouvait dire pour l'Afghanistan, il y avait la menace d'Al-Qaïda qui était là-bas, qui avait frappé les États-Unis. Là, le programme iranien, je prends les mots de Tucker Carlson, partisan de Trump à la base, très MAGA, dit l'Iran n'est pas une menace pour nous. Voilà. Et donc c'est ça en fait ce qui choque. C'est-à-dire que là, on a quand même Israël qui frappe l'Iran, soi-disant de manière préventive, en dehors du droit international, avec Netanyahou qui est déjà poursuivi pour crime de guerre à Gaza, qui attaque le Liban, la Syrie, enfin partout autour d'Israël, et là qui attaque très loin l'Iran et ses facilités et ses installations nucléaires. Et on a les États-Unis qui en rajoutent une couche en disant écoutez, nous aussi on en a rien à foutre du droit international. Et le pire, c'est que finalement, la communauté internationale occidentale est en train de dire à l'Iran d'arrêter, alors qu'ils n'ont rien demandé. C'est quand même impressionnant de voir ça, et de dire, mais comment on peut renverser à ce point les valeurs ? Oui, mais ça fait partie de l'objectif. L'objectif étant de menacer, de montrer que l'Iran menace. Mais c'est pas la première fois d'ailleurs que la menace est décrétée par la réponse à une attaque en fait. La guerre au Liban Sud déclenchée par Israël avait été elle-même critiquée au sein même de la société israélienne comme un dérivatif du vrai ennemi qui était Yahya Sinwar dans ses tunnels à Gaza. C'était ça qui avait attaqué Israël et pas tellement le Hezbollah. Et d'ailleurs, au niveau des services de renseignement, la responsabilité du Hezbollah et de l'Iran dans le 7 octobre n'est pas établie. Et donc, voilà, donc il y a eu on va dire, le Hezbollah a commencé à envoyer une pluie de missiles. Ah bah oui, regardez bien. Non, c'est le principe de la guerre préventive des néoconservateurs. Et là, ce qui est terrible, c'est que Donald Trump finalement franchit le pas et s'inscrit dans cette lignée de gens contre qui il était censé il était censé lutter, il était censé se distinguer. Moi, j'ai écrit un livre, j'avais mis en exergue une phrase de Donald Trump qui disait nous avons bombardé le Moyen-Orient comme des malades, nous avons dépensé 9 trillions de dollars, 9 000 milliards de dollars pour ces bombardements et pour intervenir là-bas. Qu'est-ce que ça nous a rapporté ? Rien. Nous avons répandu le sang, y compris le nôtre. Qu'est-ce que ça nous a rapporté? Rien. C'était une phrase de Donald Trump prononcée juste avant son élection. Mais même, il avait dit, si Kamala est réélu, ce sera la guerre avec l'Iran en 6 mois. Il a mis moins de 6 mois pour lancer les bombardiers sur l'Iran. Toute la base MAGA est en train de se fissurer, en fait, parce que les promesses de campagne de Donald Trump, la liste Epstein, les révélations sur Kennedy, la santé, la lutte contre l'État profond, une pacification et un recentrage sur les États-Unis, tout ça vole en éclats avec ce choix stratégique. Alors, vous avez d'un côté ceux qui sont surpris et très déçus, les Tucker Carlson, Candace Owens, etc., les commentateurs, et puis de l'autre côté ceux qui ont eu des postes politiques, Pete Hegseth et tous les autres, qui eux continuent dans la ligne pour obéir au chef et qui disent c'est un génie, il est en train de faire la stratégie qu'il a toujours fait, c'est-à-dire the art of deal, d'abord montrer la force et puis ensuite on négociera. Lui, ce qu'il veut, c'est pas la guerre, c'est simplement montrer qu'il est très fort. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais on voit bien que là, MAGA a implosé en vol avec ce choix.
Non, et puis il y a une, moi je dis, il y a cette espèce comme je le disais, de sacro-sainte croyance en l'écrasement par les bombes qui Ouais. persiste. Hein. C'est pas nouveau, c'était déjà le cas pendant la guerre du Vietnam. Faut reprendre la fin de la guerre du Vietnam. Il y a un comment c'est l'administration Ford qui termine la guerre du Vietnam, et il y a Mmh. le chef de la CIA s'appelle Colby à l'époque, et vous avez une réunion qui se passe à la Maison Blanche où ce chef de la CIA est là-bas, est présent. Vous avez les militaires qui sont là, qui proposent une énième campagne de bombardement en disant là on va y arriver cette fois-ci. Et le Colby regarde comment Gerald Ford et lui dit Monsieur le Président, c'est terminé, c'est fini. C'est fini, Monsieur le Président. Voilà. On arrête là, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais il y a Mais toujours cette idée que on est les plus forts. C'est comme dans la cour de récréation. On est les ouais. plus forts, on va pas se laisser emmerder par un mec qui est plus faible, et on va l'écraser. Et puis, ben après, ça va résoudre le problème. Mais ce qui est terrible, Et regardez, ce qui est intéressant, et on va le voir, et je pense que ça vous passionnerait, vous Alexis, autant que moi, c'est l'installation du narratif au fur et à mesure. Là, on est dans une phase encore de bombardement, et moi, je reprends exactement ce qui s'est passé pour l'Irak, hein, mmh, mmh. avec la menace. Vous vous souvenez, il y avait l'ambassadeur Wilson qui avait été mandaté au Niger pour expliquer que Saddam Hussein cherchait à se procurer de ce qu'on appelait du yellow cake, c'est-à-dire de l'uranium pour un hypothétique programme nucléaire qui n'a Nucléaire jamais irakien, ouais. existé en réalité. Autant Kadhafi avait commencé un programme nucléaire, autant Saddam Hussein jamais. Mais bon, on avait décidé ça. Il ne trouve rien là-bas, et l'administration, pour se venger qu'il n'ait rien trouvé, ne trouve rien d'autre que d'expliquer que sa femme est un agent de la CIA, Valérie Plame. Donc ça fait un scandale. Ça, c'était à l'époque les mesures coercitives pour imposer cette narration. Et donc là, on le voit, il y a la préparation, il y a les frappes. Maintenant, je suis sûr que vous allez voir ça avec vont apparaître sur les plateaux télé, ça a déjà commencé, des Iraniens de l'exil qui vont nous Oui. expliquer que oui, en reprenant leur, vous savez, j'en entendais un hier nous expliquer qu'il y avait eu une réunion en Guadeloupe au moment au moment où le Shah finalement où l'Occident avait décidé de ne plus se référer au gouvernement du Shah comme étant l'intermédiaire, et qu'il fallait accepter que Khomeini, en gros, voilà, et de reprendre ce format pour expliquer que le gouvernement des Mollahs n'est plus l'intermédiaire, mais que on va se relayer. Donc, en fait, on rappelle l'historique ancien. Alors, à l'époque, c'était au moment de la révolution iranienne. Maintenant, on va expliquer que alors là, on a vu Reza Pahlavi, le fils du Shah, pointer Oui. son nez. On va expliquer que Qui est très proche de Netanyahou, hein, on l'a vu en photo avec, voilà, on le leurs voit, épouses. Enfin, mais il fait on sent que exactement ce là, qu'il l'idée, faire. c'est d'installer un régime Mais favorable à Israël, hein, surtout, en Iran. si son père finalement a dû céder le pouvoir, c'est pas tant parce que c'était un personnage illégitime, c'est que c'était un Mmh. personnage, en gros, qui avait une police de fer au sein de l'Iran, ça, de même type que les Mollahs, le même genre, avec des prisons infernales, qui Ouais. emprisonnaient ses opposants, mais en plus, il allait faire la fête à New York avec Jackie Kennedy, et on le voyait dans toutes les soirées. Donc, pour la société iranienne traditionnelle, ça n'allait pas, ça ne pouvait pas coller. Et en plus, il était l'objet d'un coup d'État de la CIA en 1957 contre le général Mossadegh, qui lui avait été élu démocratiquement. Donc vous voyez, ça date pas d'hier, les histoires des États-Unis. Mais on est toujours, et on va voir ça monter en puissance. On va nous expliquer que finalement l'Iran, alors on va en prendre en plus par rapport à l'Irak ou par rapport à l'Afghanistan, l'argument que l'Iran est une civilisation supérieure. Alors là, tout à Ouais. coup, vous savez, quand ils bricolent du nucléaire, on vient dire oui, ils sont très très méchants, mais en fait quand même, c'est quand même des mecs dans des grottes, c'est quand même des mecs enturbanés. Ouais, mais et là on va nous dire ah non non, c'est une civilisation incroyable. On va nous Ouais. rappeler que comment la civilisation de la Perse de Darius avait inventé les droits de l'homme, que c'était la première charte des droits de l'homme est sortie d'Iran. Je suis sûr qu'on va avoir tout ça, une sorte de concoctage voilà. Mais Et moi je me rappelle Chalabi, souvenez-vous d'Ahmad Chalabi, qui était ce personnage issu de 30 ans d'exil aux États-Unis, qui expliquait à George Bush que les Irakiens
aller comment dérouler le tapis rouge aux GI, comment leur jeter des pétales de rose, et que surtout Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Les faux témoignages de cette fille d'ambassadeur du Koweït aussi, hein, qui témoignait sur les exactions des Irakiens au Koweït lors de la première guerre en Irak. Ouais, c'est grave. Ça va arriver. En fait, toutes les parties de la fusée, on parle de balistique, donc les étages de la fusée du changement de régime recommencent. On recommence avec les mêmes lobbies, les mêmes, on va dire, les mêmes think tanks américains qui. C'est ça. Voilà. J'ai revu en fait, John Bolton qui ressuscite. Ouais. Qui est très heureux parce que lui était anti-Trump. Là, il est très content de voir qu'il a pris la main haute. Il est surtout anti-iranien depuis longtemps. Ouais. Il demande à ce qu'on bombarde l'Iran. Voilà. Mais est-ce que ça fait pas trop pour les Américains, les Russes avec le proxy ukrainien, les Iraniens dorénavant et en ligne de mire la Chine? À un moment, est-ce qu'il risque pas quand même d'y avoir un effondrement de la machine militaire américaine en surchauffe? Moi, je crois qu'il y a déjà, quand on regarde ce qui est en train de se passer, on ne sait pas exactement combien de missiles balistiques les Iraniens disposent, combien ils sont capables encore d'en tirer, combien cet échange de tirs entre frappes aériennes syriennes sur l'Iran et riposte avec des missiles balistiques sur Tel Aviv, installations militaires et aussi immeubles civils, parce que on a vu quand même des choses, et les Israéliens sont très sourcilleux de ne pas montrer les impacts sur leur potentiel militaire, ce qu'on peut comprendre du point de vue de ne pas dévoiler à l'ennemi, mais enfin on voit quand même qu'il y a des frappes qui arrivent au sol. Mais par contre, ils montrent largement ce qui se passe au cœur de Tel Aviv. Haïfa est plus une zone très touchée, donc là il y a moins d'images. Mais quand il s'agit de le montrer, les infrastructures civiles, on l'a vu. Un dignitaire iranien a dit on va faire d'Israël une zone non habitable. Ça paraît complètement extravagant, mais Israël, c'est tout petit. Or, l'Iran, c'est 1,6 million de kilomètres carrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça veut dire que d'aller, de frapper, ou pour reprendre le terme du général Bijard, il faudrait y aller à la fourchette à escargot. Mais le problème, ça veut dire qu'il faut envoyer des troupes. Et donc, on retombe sur le syndrome irakien, c'est-à-dire de l'intervention au sol. Donc, le vrai problème, il est là, c'est qu'on ouvre une page totalement inconnue, dont il y a plein de paramètres dont on n'est pas au courant. Sur l'histoire du nucléaire, on ne sait pas si les quelques 400 kilos d'uranium enrichi se trouvent à Fordo, se trouvent à Natanz, se trouvent à Ispahan ou se trouvent ailleurs. Parce que là aussi, la question se pose, est-ce que les Iraniens étaient au courant des frappes, puisqu'apparemment, il n'y a pas eu de hausse de radiation après les frappes américaines, et on a vu des convois avec des images du renseignement américain, de camions qui ont bougé le matériel d'un site à un autre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là un deal secret entre Trump et les mollahs pour dire, bon, écoutez, on fait un coup de théâtre, moi, laissez-moi mettre en scène mes bombardiers, et puis vous mettez de côté et on calme Netanyahou ensemble. Est-ce que là, c'est une théorie aussi qui tourne? Oui, j'ai vu ça aussi, mais bon, après, pourquoi parlerait-il de changement de régime? Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Ça me semble tiré par les cheveux compte tenu des derniers développements, ouais. Absolument. Non, je pense que Trump est marqué, voilà, c'est dans ses instincts et dans des instincts américains que les bombes apportent la démocratie, et quoi qu'il arrive, même si ça ne s'est jamais produit, on pense toujours. Alors c'est peut-être effectivement le souvenir de l'Allemagne nazie et du Japon. Peut-être que c'est ça que les États-Unis ont toujours ce souvenir de la Greatest Generation, le nom qu'ils donnaient à leurs soldats de cette époque, qui ont apporté en effet la démocratie et la prospérité au monde occidental. Ouais, mais à quel prix? On voit la guerre froide et les guerres chaudes. Enfin, si on liste le nombre d'interventions états-uniennes depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est impressionnant. Il n'y a pas un conflit, un coup foireux où ils n'ont pas été partie prenante, où ils n'ont pas initié les choses. Et là, on se demande, dans le cas de l'Iran n'a pas attaqué les intérêts américains, même si évidemment le régime des mollahs est un régime hostile aux États-Unis et à Israël. Et donc, le fait de vouloir
frappé de cette façon-là. Est-ce que c'est pas aussi la suite du premier mandat de Trump qui avait sorti les États-Unis des accords, hein, sur le nucléaire iranien, qui avait tué Soleimani avec une frappe très ciblée, et se dire bon bah maintenant j'y vais, on va arrêter d'avoir des pudeurs de gazelle, on profite du fait que Netanyahou est chaud comme la braise, et c'est le moment ou jamais, on fout en l'air les mollahs. Et donc il y va vraiment avec cet objectif de changement de régime. Oui, mais derrière Trump, il y a quand même aussi la notion économique. Il y a quand même l'obsession justement de ces rapports business. Ouais. Il faut voir aussi que il y a aussi une certaine fragilité liée à l'émergence des BRICS qui se fait sentir. On sent très bien que la question du dollar comme monnaie d'échange est quelque chose qui fait extrêmement peur à Trump. Il a plusieurs fois menacé des pays qui désireraient sortir justement de l'utilisation du dollar dans leurs transactions. Donc, il est inquiet. Il a pris acte quelque part, ça c'est peut-être une différence avec son prédécesseur de l'émergence d'un autre monde, mais il reste encore prisonnier d'une éducation, je pense. Et chez Trump, la limite, elle est là, c'est-à-dire que si le business peut remplacer la guerre, pourquoi pas, tant mieux quelque part. Si ce capitalisme affiché, revendiqué, finalement peut empêcher que des gens meurent, c'est peut-être une solution. Maintenant, la vraie question, c'est la question de l'éducation et la question de croyances chevillées au corps en la toute-puissance des États-Unis. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est dévastateur depuis très longtemps. C'est-à-dire que peut-être depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et encore, ça avait commencé peut-être à la fin de la Première Guerre mondiale, au moment où les États-Unis ressortent pas richissimes, mais ils ont plus de la moitié du stock d'or de la planète. L'Europe, elle, est anéantie, elle s'est quelque part suicidée, et donc à partir de ce moment-là, les États-Unis vont devenir la puissance dominante. Cette idée de la puissance dominante, elle les taraude, elle imprègne leur culture, même des guerres. Imaginez même des guerres qu'ils perdent, comme le Vietnam, ils arrivent à faire de leurs héros l'incarnation des valeurs américaines, donc quelque part ils perdent, mais le héros lui perd pas et l'Amérique perd pas in fine. En fait, ils transforment complètement l'histoire. Ils ont cette machine incroyable qui s'appelle Hollywood pour montrer qu'ils sont meilleurs. Et quand vous êtes aux États-Unis, vous êtes avec des hommes politiques de droite, de gauche qui vous disent, qui utilisent ce terme. Moi, ça m'a toujours étonné. C'est we are the best country in the world, le meilleur pays du monde. Next to Israel, c'est ce qu'a dit la porte-parole de Trump. Hein. Next to Israel, c'est les deux meilleurs pays du monde, c'est les États-Unis. C'est une excroissance de l'Amérique quelque part pour eux. Il y a cette sacro-sainte croyance que en la supériorité, en l'unicité américaine, qui imprègne tellement que quand ils vont, comment on va dire, quand ils sont amenés à gérer les affaires du monde, il y a toujours cette tentation de la puissance, en fait, voilà, qui domine. Et il y a cette machine de propagande que vous venez d'évoquer, Hollywood, qui est quand même une machine incroyable, parce que Top Gun, c'était d'abord un outil de promotion des armes américaines lors du premier Top Gun. Pareil avec ce deuxième Top Gun. D'ailleurs, les journalistes de Fox News étaient tout heureux d'expliquer que ce qui s'est passé avec les B-2, ces bombardiers incroyables, c'est quasiment comme dans Top Gun, hein, avec les deux bombes qui se suivent et qui rentrent dans le bunker. Et il y a cette idée de dire, on est en train de se mettre en scène, on met en scène la toute-puissante américaine, à la fois avec Hollywood et dans le réel, avec nos armes de destruction massive que nous sommes les seuls à avoir, ces bombardiers longue portée et ces armes, hein, les bunker busters, les bombes énormes qui ont été envoyées. Est-ce que c'est pas aussi beaucoup de mise en scène finalement et une erreur stratégique américaine de croire qu'ils ont la toute-puissance? Je pense que cette mise en scène, elle tient jusqu'au premier problème. C'est-à-dire les premiers problèmes, pour moi, si on reprend le fil conducteur de la guerre en Irak, c'est octobre-novembre 2003. La guerre commence en mars. Octobre-novembre 2003. Je me souviens à l'époque, j'avais eu un entretien avec Donald Rumsfeld et je me trouvais au Pentagone et donc
déferlement d'optimisme. Tout ce que vous avez dit avait été cité dans l'entretien. Il m'avait même montré une carte de la Corée du Nord et de la Corée du Sud de nuit, Ah oui. en m'expliquant que l'électricité, je lui dis c'est l'électricité, il dit mais c'est bien plus que l'électricité. En gros, c'est la civilisation d'un côté et le noir de l'autre. Donc j'avais eu droit à tout. Et ce qui était assez incroyable, c'est qu'avant de partir de cette interview, j'ai eu la chance de passer 2 jours dans le Pentagone à assister à des réunions avec l'état-major. C'était passionnant. Juste avant de quitter Rumsfeld, il y avait des télés, il y avait CNN, et on voyait des explosions à Bagdad, et on voyait des corps de soldats américains. Voilà, c'était le début du grippage, le début de là, tout à coup, la machine, c'était enrayé. On n'en prenait pas vraiment compte. Et en fait, ce que font les Américains, c'est ça, j'ai noté à travers l'histoire. On l'a bien vu avec l'Afghanistan. C'est quand le jouet est cassé, ils s'en vont. Ils partent, ils laissent tout sur place, ils laissent le matériel et ils s'en vont. C'est impressionnant ce qu'ils ont fait en Afghanistan quand même, la déroute. Et ils passent à autre chose parce que il y a dans ces politiques américaines aussi la négation totale de l'histoire. C'est l'immédiateté, c'est le renouvellement permanent. Toute date historique est potentiellement un danger parce qu'elle permet de réfléchir sur l'action présente. Et ce qui était alors il y a aussi le syndrome Vercingétorix. On avait expliqué que, comme Jules César dans la guerre des Gaules, que l'adversaire était redoutable. L'Irak était la 4e armée du monde. Saddam Hussein disposait d'un réseau de bunkers, comme Ben Laden à Tora Bora. Il y avait des infographies dans les journaux, y compris des journaux très sérieux, où on voyait notamment à Tora Bora, la montagne avec des cachettes, etc. Bon, après, certains de mes confrères y sont allés et ont révélé que c'était des grottes. Et les bunkers de Saddam Hussein à Bagdad, moi j'ai eu l'occasion de les visiter pendant l'occupation américaine, c'était des cloaques nauséabonds, même les soldats américains n'y allaient pas, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, c'était pas fini, quoi. Ça avait été fait par les Allemands, il y avait vaguement un sous-sol, et puis effectivement du béton en surface, mais du super complexe qui allait résister et dans lesquels à l'époque la garde républicaine, vous savez, aujourd'hui ils avaient les IRGC, à l'époque c'était la garde républicaine de Saddam qui va attention, ils sont redoutables, ils sont fanatiques, ils vont tout piéger. Je suis à peu près certain que si ça va avec l'Iran, on va avoir droit à tout ça à nouveau, et ça je voudrais vraiment insister là-dessus, cet aspect très sérieux justement du fait que cette classe dirigeante qui n'a plus rien à perdre peut potentiellement glisser dans l'insurrection pour ce qui est des gardiens de la révolution, déclencher une guerre civile, hein, c'est possible qu'une guerre civile se produise en Iran parce que la classe dirigeante ne cédera pas le pouvoir de la même façon que les talibans n'ont jamais cédé le pouvoir, lâché le pouvoir en Afghanistan, et que l'insurrection irakienne aussi, voilà. Quelle est la réalité là de la force du pouvoir iranien et ses faiblesses? Est-ce que l'Iran peut répondre ou est-ce que l'Iran n'a pas les moyens en fait de répondre? Le risque étant bien sûr, si l'Iran choisit de frapper des cibles de bases américaines, ce serait une ligne rouge et là il y aurait sans doute des bombardements comme à Bagdad, hein, ce serait le démarrage d'une vraie guerre. Donc est-ce que l'Iran n'est pas coincé aussi dans les capacités de réponse que le régime peut avoir face à ces frappes américaines? Écoutez, il y a un risque effectivement d'escalade si l'Iran répond, notamment face en ciblant les bases américaines en Irak, en Syrie, enfin ce qu'il en reste, parce qu'il y a eu beaucoup de personnel a été. D'ailleurs, intéressant de voir qu'il y a 3 semaines, les États-Unis avaient réduit considérablement déjà leur personnel. Donc c'est aussi il y a aussi des enchaînements quand on les remet bout à bout qui arrivent à la situation d'aujourd'hui. C'était pour le coup pas on rapatriait le personnel d'ambassade, on rapatriait tout ce qui n'était pas nécessaire, on va dire, à l'activité de ces bases était comment dire, mis de côté, ramené à la maison. Bon, on pouvait se douter rien qu'à ça qu'il allait se passer quelque chose. De même que si on extrapole sur ce qui s'est passé en Syrie, globalement, c'était aussi une manière pour les Israéliens d'avoir le ciel syrien libre quand Jolani s'est installé au pouvoir. Après le départ de Bachar el-Assad, les Israéliens ont pilonné systématiquement en plusieurs nuits les systèmes de défense antiaériens syriens. Pourquoi faisaient-ils ça ?
pour se libérer, évidemment. Et le même Jolani a joué son rôle en expliquant que le ciel de son pays était ouvert. Voilà. Donc, Alors le ciel du pays est ouvert. Damas aussi, hein, il y a eu un attentat dans une église à Damas, hein, revendiqué par l'État islamique, qui n'était pas arrivé hein, sous Bachar ouais. el-Assad. Damas avait été protégé. Donc on voit bien que ce nouveau régime ne tient pas non plus hein, les ultras, contrairement à ce que veulent croire Jean-Noël Barrot et les chancelleries occidentales qui l'ont accueilli à bras ouverts. Hein. Ça va être compliqué en Syrie également. Il y a eu des attentats de Daesh à Damas pendant la période Bachar. Daesh avait même conquis le quartier de Yarmouk, qui est un camp palestinien qui se trouve quasiment au centre de la ville. Il y a eu des attentats contre le sanctuaire chiite, mais effectivement contre les chrétiens, il y en avait eu moins. Je pense que ça aussi, c'est Daesh sert d'outil pour régulièrement pour attiser l'attention quelque part. Souvent d'ailleurs, quand on ne sait pas, là il y a une revendication de Daesh, mais c'est Daesh aussi est une épine dans le pied des talibans puisque ils commettent des attentats chez eux aussi. Donc voilà, là c'est sûr que ça montre peut-être aussi que le gouvernement Jolani, une fois de plus, mais on le sait déjà avec les exactions commises contre les Alaouites, commises contre les Druzes, que l'État islamique ne contrôle pas toutes ces troupes, qu'il a en son sein des personnages, on va dire, des Ouïghours, des Ouzbeks, des Tchétchènes et autres qui sont des durs, qui ne sont pas du tout pour une cohabitation pacifique avec les minorités constitutives de la Syrie. Donc ça, c'est un problème de police intérieure, mais pour le moment, le gouvernement Jolani tient parce qu'il joue un rôle internationalement. On ne va pas chercher à se débarrasser de quelqu'un qui nous permet justement d'opérer librement sur le ciel syrien, ce qui est un peu plus compliqué avec le Liban. Vous voyez, le Liban c'est toujours plein des interventions israéliennes dans son périmètre. Les Libanais, notamment les habitants de Beyrouth, ne supportent plus le passage du mur du son des avions israéliens sur leur tête, ce qui se fait régulièrement depuis des dizaines d'années. Bon, se plaint à l'ONU de ce genre de choses. Donc on n'est pas dans la même situation, et le Liban a été bombardé encore récemment par Israël. Donc là l'idée c'était de on va dire nettoyer le ciel, faire en sorte que cette opération puisse avoir lieu, que le dernier domino commencer on va dire avec le 7 octobre et se termine finalement avec le nucléaire iranien. Ouais, et le nucléaire iranien qui permet aussi de totalement oblitérer Gaza. Hein. On fait comme si Gaza n'existait plus, alors qu'il y a eu encore des morts hein, hier, avant-hier. Enfin, ça n'arrête pas. Mais maintenant, là où Israël perdait la bataille de la communication à l'international, commençait à être vu comme un État terroriste parce qu'il se passait beaucoup de crimes de guerre à Gaza, eh bien, il rentre dans le côté du bien en attaquant les mollahs. Ça permet aussi à Netanyahou de survivre hein, politiquement et puis de dire, bah maintenant, vous êtes obligés de nous soutenir, sinon vous êtes du côté du mal. Hein. Voilà, c'est un peu ça la stratégie. Ça permet aussi de ressouder la société israélienne. Là aussi, parce que la société israélienne, sur précisément la question de Gaza, la question des otages, avec une division énorme entre les familles d'otages, ceux qui sont extrêmement critiques. Il y a quand même des familles d'otages qui sont allées jusqu'à Washington pour protester quand Netanyahou est venu au Congrès, pour manifester. Donc, il y a quand même des choses en expliquant que Netanyahou avait laissé de côté cette question des otages, qui n'en faisait pas du tout une priorité et que cette situation n'était toujours pas réglée. Donc là, il y a une sorte de pourrissement de la question de Gaza, il y a l'accumulation des morts, il y a finalement l'absence de solution, ni Trump ni personne n'a réussi à récupérer les otages et à faire en sorte qu'il y ait une sorte de fin à ce conflit. Effectivement, l'Iran, lui, permet aux Israéliens, ce vieux réflexe qu'ont les Israéliens, justement, de se ressouder dans des périodes justement de guerre, et la menace du nucléaire iranien étant partagée à travers la société comme étant une menace réelle. Il n'y a pas que Netanyahou qui l'a. Voilà. Et puis il y a aussi, il faut dire une chose, comme vous parlez d'oblitération médiatique d'un conflit par rapport à un autre, c'est le plus grand gagnant aussi de tout ça, c'est Vladimir Poutine, qui peut permettre, qui continue de faire sa guerre finalement, alors que l'attention du monde est focalisée sur l'Iran. Donc il y a des gagnants, il y a des perdants. Le régime des mollahs
sur la brèche, dénoncé, pointé du doigt. Trump parle de changement de régime, ce dont Netanyahou parle depuis très très longtemps. Mmh. Et voilà, on est dans une prolongation de choses qui ont déjà été dites. Maintenant, on fait comment? Ça commence où? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Voilà. Et l'Iran, qui est, je le rappelle, 1,6 million de kilomètres carrés, 92 millions d'habitants. C'est un gros morceau. Qu'est-ce qu'on fait? Troisième ressource pétrolière du monde, hein, Voilà, et une armée exactement. fonctionnelle avec quand même. Les gardiens de la révolution qui contrôlent Mmh, le programme balistique. Là aussi, mmh. l'Iran est souvent moqué, son aviation n'est pas de taille, sa marine non plus, mais ça fait 20 ans que l'Iran fait des missiles. Voilà. Mmh. Et justement sur les missiles, est-ce que, Poutine, certes gagnant parce que le conflit avec les mollahs prend le dessus, mais est-ce que Poutine n'est pas perdant puisque l'Iran était quand même un des fournisseurs, hein, de missiles, à l'armée russe et là va être obligé de stocker et de se concentrer, dans son précaré? Ouais, alors surtout, l'Iran avait fourni un élément qui a eu des conséquences sur la guerre en Ukraine, qui a été le drone Shahid. Ouais. Qui transformé par les ingénieurs russes est devenu le Goran 2, le drone Géranium, qui coûtait environ 20 000 euros. Quand il a été introduit à l'hiver 2022 sur le champ de bataille ukrainien, principalement utilisé contre les infrastructures électriques de l'Ukraine en plein milieu de l'hiver, il en a détruit un tiers environ. Pendant de longues semaines, les stratèges de l'OTAN se sont grattés, vous savez, ce qu'on appelle les crânes d'œufs de Washington ou du Pentagone, se sont grattés la tête en se disant « Ah, Ouais. on n'avait pas prévu ça », parce que assez rapidement, ils ont compris que pour neutraliser un Goran 2 qui coûte 20 000 euros, il fallait un missile qui en coûtait 150 000. Donc, ça commençait à coûter beaucoup d'argent. Il n'y avait pas assez de missiles. Les drones iraniens ont commencé à attaquer en essaim, avec des leurres au départ. Donc, finalement, c'est devenu le casse-tête pendant un petit moment avant qu'on trouve une forme de parade. Mais encore une fois, il y a eu certaines images, je m'en souviens très bien, à Kiev, de policiers avec leurs fusils en train d'essayer de tirer sur ces espèces d'ailes volantes qui arrivaient et Oui, qui qui ressemblent pas à frappaient. grand-chose, hein. C'est des ailes, c'est très, très, Voilà. très, très, très bon marché, hein. Et C'est à le low l'époque, cost, ouais. là encore une fois, très bon marché, très bon investissement pour les Russes. Et à l'époque, quand ce drone iranien est arrivé, il avait suscité des moqueries, notamment de nos petits copains de LCI et autres. Forcément un truc du tiers-monde. Forcément, vous voyez, c'est toujours, Ouais. on est dans ces épisodes-là, qui arrivent malheureusement trop souvent, on est prisonnier de cette narration qui continue Mmh. euh, insidieusement à considérer l'autre comme un abruti, comme forcément un type du Moyen-Âge. On pense Molla, on pense que leur industrie doit être la même chose, et puis on se rend compte qu'ils ont des missiles qu'on n'a pas. Et on a fait la même chose avec les Russes. Quand Mmh. Poutine a balancé son Oreshnik, ça a calmé tout le monde. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à l'époque où il y avait une Ouais. escalade sur l'utilisation des missiles à longue portée contre la Russie. Joe Biden avait donné l'autorisation aux Ukrainiens. Il y a eu des scalps qui ont été tirés, des Storm Shadow. Poutine y a vu un casus belli. Il a balancé un seul missile. Pendant des semaines après, on n'a plus entendu parler de missiles à longue portée. Donc, si vous voulez, voilà, on découvre parce qu'on a tendance à sous-estimer l'adversaire, à le prendre pour un abruti. Et notre propre propagande joue sur nous. Elle ne joue pas Mmh. tant sur le moral de l'adversaire, elle joue sur nous. C'est-à-dire que nous Mais imaginons des choses et quand ça ne se passe pas comme prévu, eh bien, on est là à dire « Ah oui, mais on aurait peut-être dû imaginer. » Et surtout, on est incapable de regarder ce qui s'est passé précédemment. Voilà. Mais sur l'Iran justement, la question de la réponse, hein, à l'agression, américaine et israélienne va se poser aussi sur la guerre asymétrique, c'est-à-dire, menace terroriste, Oui. le détroit d'Ormuz évidemment. Mmh. Quelles sont les réalités de cette menace? Parce que déjà en France, on parle de possibilité d'avoir, des attentats sur le sol français, alors qu'on n'est pas du tout partie prenante. Ça paraît incompréhensible et les Américains à l'étranger, une notice a été, lancée par l'État américain pour dire à leurs ressortissants: «Maintenant attention, high alert, vous êtes des cibles, hein, partout où vous êtes, dans le monde».
Alors, si vous voulez, là aussi, il y a une erreur comment fréquemment commise, qui est d'expliquer que, et notamment par nos politiques, hein, y compris par Marine Le Pen, y compris par, à droite, de droite comme de gauche, d'expliquer qu'il y aurait une internationale djihadiste dont l'Iran, qui est souvent qualifié de plus grand État terroriste, serait une sorte de matrice, ou en tout cas une pièce essentielle. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je crois que l'Iran, effectivement, a des possibilités de faire du terrorisme, mais que ce terrorisme n'a rien à voir avec le terrorisme dont nous avons été victimes, type Daesh et autres, que dans ce terrorisme-là d'obédience sunnite, eh bien, on est face à des gens, on est avec deux branches incompatibles de l'islam. Là encore, il faut rappeler que en 2016, à l'été 2016, quand Daesh a commencé à investir les villes d'Irak pour conquérir Fallujah, Ramadi, Tikrit et s'attaquer, et Mossoul, qui a fait le boulot, une grosse partie du boulot, les milices chiites pro-Iran, qu'on appelait les Hajj al-Shabi, qui sont montés à l'assaut, qui ont reconquis ces villes, parfois même avec l'aide de l'aviation américaine. Ramadi et Fallujah ont été reconquises par des milices pro-Iran avec l'aide de l'aviation américaine. Donc, vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Si Daesh avait été de facto un allié des mollahs iraniens, se serait pas dressé sur sa route pour l'empêcher d'aller conquérir Bagdad, vous voyez. Et donc ça, on l'oublie fréquemment. Donc la puissance du terrorisme, elle existe. La menace terroriste, le Hezbollah a été une organisation qui a fait des attentats à l'étranger. Il a la possibilité de le faire, les Iraniens aussi, mais c'est pas tout à fait le même type de terrorisme que celui qu'a développé Daesh, celui qu'ont développé les radicaux sunnites, et surtout il n'y a pas d'union entre les deux. Parfois il peut y avoir des manipulations de l'un par l'autre, mais si vous voulez, je ne crois pas en cette internationale du terrorisme, qui est encore une simplification extrême qui permet de soulager nos consciences parfois. Et est-ce que dans l'alliance otanienne, puisque l'OTAN va tenir sa réunion à La Haye dans quelques jours, cette semaine, est-ce que les pays membres de l'OTAN pourraient être emmenés dans une guerre avec les États-Unis contre l'Iran? Bah, ça, c'est effectivement une très bonne question. C'est un des... c'est une très bonne question. C'est une chose qu'il va falloir... Parce que l'alliance, elle marche dans les deux sens. On a l'impression que c'est simplement pour les États-Unis qui protègent les Européens, mais ça pourrait être les Européens qui vont être obligés de laisser les bases ouvertes, d'envoyer des rafales, etc. Si la guerre, vraiment, c'est escalade. On va leur demander beaucoup de choses aux Européens, parce que déjà, les États-Unis leur demandent de s'occuper de l'Ukraine. Voilà, ils ont bien du mal à trouver une position commune, d'ailleurs, les 27. L'Union européenne, d'une part, et ensuite... sur l'OTAN, eh bien, est-ce que on aura la possibilité? Ça va faire un conflit en Ukraine, un conflit contre l'Iran. Ça fait beaucoup. Voilà, et l'Europe qui finit, qui est utilisée à la fin, on lui dit tiens, bah tu vas venir nous filer un coup de main. C'est un peu ça. Voilà. Non seulement on est spectateur, parce que quand on voit Emmanuel Macron réunir un conseil de défense hier. J'ai partagé les images de ce conseil de défense. Il parle en fait, en expliquant, oui, alors voilà, j'ai parlé au président iranien 2 fois, j'ai dit que bon, bah maintenant, on est très, très, très concernés en fait, faut faire attention, c'est quand même... Il parle pour ne rien dire, on a l'impression. Alors après, il y a la question des ressortissants. C'est ce que aussi Jean-Noël Barrot s'active sur les ressortissants français en Israël, les quelques 1000 aussi qui sont présents en Iran. Mais dans les faits, on est très spectateur. On n'a pas de carte là-bas. On peut faire. Voilà. On a quand même 2 bases dans la région, en Jordanie et Arabie Saoudite. Ça peut être un problème qui se pose, c'est-à-dire que n'osant pas peut-être ou en tout cas étant hésitant d'attaquer directement les bases américaines, peut-être que ce sera nos bases qui seront attaquées, notamment celles qui se trouvent aux Émirats Arabes Unis, c'est pile en face de l'Iran. Donc voilà, on en a une en Jordanie aussi, donc voilà, ça peut être aussi un souci. Quel serait l'intérêt de l'Iran de faire une chose pareille, déclarer la guerre on va dire internationaliser le conflit en tout cas, et continuer à ajouter à la confusion. Je pense que l'Iran
si l'Iran continue, vous savez, comment il s'appelle, Sun Tzu, le philosophe chinois qui avait écrit L'art de la guerre au 5e siècle, avait eu cette phrase où il disait n'oublie jamais de fabriquer un pont en or pour ton ennemi pour qu'il puisse se replier. L'idée voilà, de trouver que l'ennemi ne soit pas acculé, qu'il soit pas un chien, féroce dans une impasse, qui soit prêt à, voilà. Et l'Iran, pour le moment, ça en prend quand même la tournure. Ils ont certes les Chinois derrière eux, les Russes sont quand même très mesurés. Il y a ce sentiment que l'Iran va se retrouver seul contre tous. C'est pas la première fois dans l'histoire contemporaine que l'Iran, souvenez-vous, pendant la guerre Iran-Irak, tout le monde soutenait, le monde entier soutenait l'Irak contre l'Iran, enfin, une grosse partie. Sauf peut-être les Israéliens qui, d'ailleurs, à l'époque, c'est une anecdote assez intéressante, les Israéliens avaient donné du matériel pour l'aviation iranienne, parce que les Israéliens ont longtemps misé dans leur histoire sur l'Iran avant la révolution des Mollahs, mais donc un peu après aussi, pendant cette guerre Iran-Irak, parce que c'était les alliances de revers pour essayer d'attaquer les pays arabes les plus on va dire anti-Israël, anti-Israël, voilà. Et donc à la suite de ça, même au moment où les Mollahs ont pris le pouvoir, il y a eu cette guerre, les Israéliens ont vendu des armes à l'Iran, mais le monde entier à l'époque était contre l'Iran et l'Iran a tenu. Donc l'Iran a cette capacité aussi, c'est géographiquement, c'est une énorme forteresse avec des montagnes aux quatre coins, des déserts au milieu. Donc ça aussi, le terrain, la géographie va être importante. Elle était très importante pour l'Afghanistan, elle va être très importante pour l'Iran. C'est des reliefs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a connu en Irak. Qui vont mettre sans doute à rude épreuve les matériaux si il y a intervention, quel type d'intervention. Oui, on en est loin encore. Là on est plutôt sur des interventions aériennes, des frappes sur des cibles militaires ou nucléaires. Et les États-Unis ne sont pas dans une logique de guerre contre l'Iran, même si Trump parle de changement de régime. On parle de changement de régime. Si on veut faire un changement de régime, il faut qu'à un moment... sinon, la situation va pourrir. Sinon, la situation stratégiquement va devenir inquiétante pour Israël. C'est-à-dire, si les buts de guerre, c'est potentiellement de s'attaquer au potentiel militaire nucléaire iranien, certes, on peut dire, OK, il y a eu les frappes, on a réduit ce potentiel. On peut imaginer que le potentiel nucléaire iranien aujourd'hui, il est quand même, il a pris un coup dans l'aile. Mais demain, après-demain, la semaine prochaine, si les choses se prolongent, que les Mollahs sont toujours au pouvoir, qui continuent à tirer des missiles, bah, au bout d'un moment, comme je vous disais, c'est comme la Sainte Vierge, le doute va s'installer. Et on va se dire, tiens, mince, est-ce que c'était bien Est-ce que c'était une bonne idée? Dans des mois, est-ce qu'on est en train de gagner? Est-ce qu'on est en train de perdre? Est-ce que voilà, et on va inventer ces concepts qu'on a déjà inventés, Forever Wars, les guerres. Les guerres open-ended commitment, c'est-à-dire l'engagement sans fin. Quoi qu'il en coûte, jusqu'au bout, c'est le cas en Ukraine. Ça c'est le cas en Ukraine. Mais ça fatigue les populations, ça fatigue les opinions publiques. L'Ukraine, c'est un pays on a du mal à mobiliser pour l'Ukraine. Que les Israéliens, pour le moment, effectivement, sont contents que les Mollahs aient pris un coup sur le nez. Maintenant, s'il n'y a pas de changement de régime... Et puis, il y a aussi le fait que ce programme nucléaire iranien, il n'y a pas que les Mollahs qui l'avaient en tête. Hein. C'est quelque chose même de l'époque du Shah auquel on envisageait. Et je pense que potentiellement le successeur, sauf si évidemment il a la bénédiction des États-Unis, où dans ce cas-là tout ça sera très contrôlé. Mais il y a toujours eu cette tentation justement d'obtenir l'arme atomique. Le Pakistan l'a, l'Arabie Saoudite s'est elle-même déclarée intéressée par l'avoir. Voilà, donc le monde est devenu nucléaire. Ce qui est très intéressant aussi, c'est on oublie Kim Jong-un, mais la façon dont les Iraniens ont procédé
avec leurs drones, avec leurs balistiques et avec leur nucléaire. C'est exactement la même façon que ce qui a permis à Kim Jong-un de fabriquer la bombe, ce qui lui a permis de fabriquer ses missiles balistiques, de tester ses missiles. Ils ont fait exactement la même chose. Et au départ, c'est un missile iranien, un Taepedong 1, c'est le premier missile donné par la Corée du Nord aux Iraniens en 2003, qui est à l'origine du programme de missiles balistiques, et d'abord de missiles à longue portée, et ensuite de missiles balistiques de l'Iran. Ouais, et justement, la Corée du Nord, elle semble à l'abri en ce moment Oui. des radars américains. Ça C'est vous aura étonnant. pas échappé que tournent sur Instagram des sketchs où on voit Kim Jong-un très triste, et il y a marqué au-dessus c'est tout le monde se bombarde et toi t'es pas invité à la fête, et on le voit qui est là. Oui. Non, moi je trouve que c'est un peu injuste, Ouais. parce que il a eu beaucoup plus d'influence qu'on ne peut l'imaginer. Je vous parlais du programme, de l'origine du programme de missiles à longue portée iranienne, Ouais. mais il est aussi celui qui a fourni des obus à Vladimir Poutine à l'hiver 2002, quand Et des troupes apparemment, hein, il y avait des soldats nord-coréens. apparemment, mais les obus, c'est des millions d'obus, Mmh. du 122, du 152 mm qu'il a fourni aux troupes russes, qui ont permis de maintenir la cadence de feu, tandis que les Ukrainiens, eux, souffraient de pénurie. En attendant que la capacité militaire russe se reconstitue et que l'industrie se mette à développer et à fabriquer des obus. Donc, Kim a eu on va dire et puis il a fait un deal avec les Russes qui est très intéressant, qui est un peu passé inaperçu, mais qui est un deal extrêmement contraignant pour les deux, ce qui fait que si la guerre s'arrête, si l'Ukraine si on se remet un jour à considérer un changement de régime en Corée du Nord, ben il a la Russie derrière lui là. S'il est attaqué militairement, c'est pas le même type d'accord qu'entre Russes et Iraniens. C'est un accord plus, on va dire, économique. Les Iraniens n'ont pas souhaité aller plus loin, mais les Coréens sont allés vers un accord très contraignant qui les met à l'abri quelque part aujourd'hui sous le parapluie russe. Parce que côté iranien, on a l'impression qu'ils sont lâchés par, ou du moins soutenus du bout des lèvres par les Russes et les Chinois, hein. Personne n'est vraiment derrière pour dire bon, non, non, vous touchez pas à nos amis. C'est un peu genre oula. Oui, c'est vrai que y a une certaine prudence, mais vous parlez de l'Iran là, c'est ça? J'ai pas écouté. Oui, non, Oui, c'est je pense que l'Iran l'Iran, qui n'est pas soutenu de manière oui, farouche par non. Russie et Chine, hein. Mais l'Iran, les Américains avaient fourni des S-400, des S-300, enfin des S-300, il y en avait déjà, mais avaient fourni du matériel anti-aérien aux Iraniens, qui a été pour partie détruit par les frappes iraniennes d'octobre dernier sur les défenses anti-aériennes, en particulier à Téhéran. Ça explique aujourd'hui pourquoi, en partie, la chasse israélienne a eu un accès assez quasi total au ciel. Donc on est dans un cas de figure où les Russes ont fourni du matériel, mais ils sont pas allés au-delà. Moi, je pense qu'il y a un aspect totalement cynique chez Poutine, qui a très bien pigé ce qui pouvait se passer, et laisse dans cette histoire, en disant que pour sa guerre en Ukraine, lui, au moins, on lui fout la paix. Peut-être que aussi, on l'avait évoqué, je crois que c'était un article de Foreign Policy au moment la première conversation entre Trump et Poutine, et en tenant compte aussi du fait que la Syrie n'a pas été très défendue par la Russie. Vous savez, il y a deux éléments. Un, les Russes n'ont pas beaucoup soutenu Bachar, l'ont accueilli in fine chez eux, mais ils n'ont pas beaucoup soutenu. Deux, quand Jolani est arrivé au pouvoir, on a dit « Ah, ça y est, c'en est fini des bases russes ». Mais ça n'en est pas du tout fini. Ils ont gardé leurs bases. Donc là, c'est clair qu'il y avait un deal. Quelque part, ça a servi Israël, je vous dis, pour avoir le ciel libre chez son voisin, ne plus avoir cette menace qui n'était pas très efficace, mais qui était là à l'époque de Bachar el-Assad. Donc ça a arrangé tout le monde. Et quelque part, Trump a fait beaucoup pression sur Zelensky pour obtenir des choses, et il a fait beaucoup de cadeaux à Poutine sur la question de l'Ukraine. Donc il a fait beaucoup de cadeaux à Poutine sur la question de l'Ukraine. Quelque part, il y a quand même peut-être de facto un partage du monde entre les deux, c'est-à-dire voilà, nous on vous emmerde plus avec l'Ukraine, et puis le Moyen-Orient,
vous laissez C'est nous. vous lâchez l'affaire Ouais. avec l'Iran. C'est Ouais. peut-être quelque chose à envisager entre les deux hommes. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment du conflit, après les frappes israéliennes, Trump a comment encouragé Poutine à venir dans la négociation Oui. directement. Ça a été proposé par Trump et Poutine aujourd'hui joue dans du velours. L'autre jour, je le voyais, comment ils ont fait une déclaration conjointe avec Erdogan appelant à la paix pour éviter les Eh fusions de oui. sang. Non mais ça fait 3 ans qu'il tape sur les Ukrainiens et là maintenant il C'est vrai. appelle à la paix et Alors, d'un Erdogan. côté, il y a ça et il y a des déclarations sur, l'Ukraine et la Russie, c'est la même chose, donc l'Ukraine, c'est nous, Oui, et puis, des déclarations de Poutine sur Israël en disant que c'était un pays russophone, hein, donc mais totalement. Mais là, qui il a pas tort. Hein. C'est un ah pays oui. très extrêmement russe. Mais pour ce qui est d'Erdogan, appelé à la paix, alors qu'il tape sur les Kurdes dès qu'il en a l'occasion, bon, c'est un peu, Ouais. voilà, c'est assez, on va dire, cocasse de voir ça. Est-ce que ça peut déboucher sur un changement des équilibres, dans la région? Est-ce que le régime, iranien peut tomber? C'est le pari américain visiblement et israélien. Ou bien est-ce qu'on part vers, une escalade, un conflit régional qui pourrait dégénérer? Alors, le conflit régional, je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a pas de, on n'est pas avec une implication des Saoudiens, des Émiratis dans cette histoire. Enfin, je le vois mal. Maintenant, ce qui m'inquiète beaucoup plus, je vous dis, c'est la question du changement de régime et de ce qui peut se Mmh. passer à l'intérieur de l'Iran. Parce que si une guerre civile se déclenche à l'intérieur de l'Iran, si un leader illégitime, ou en tout cas qui n'a pas assez de notoriété, prend le pouvoir, imaginons, il y a toute la gestion de cette prise de pouvoir, de quid des anciens maîtres du pays, de l'attitude des Pasdaran, l'attitude de cette oligarchie comment centrée autour des mollahs, du rapport justement entre les religieux et les militaires dans cet équilibre et comment tout ça, si ça doit prendre comment le chemin de la clandestinité, Mmh. comment ce que ça peut donner. Est-ce que ça peut donner une insurrection type irakienne? Et dans ce cas-là, on part pour des années d'une série sanglante et dans laquelle, même si l'Iran est un peuple supérieur avec une civilisation, etc., c'est pas ça qui va arrêter tout ça, et que Ouais. on est face à des gens qui ont des armes, qui ont énormément de choses, face à un pays immense. Mais même, je me souviens déjà à l'époque de l'Irak, les Américains avec qui j'ai passé beaucoup de temps à l'époque et craignaient justement une intervention en Irak. Il y avait déjà des gens, des Lindsey Graham, ils étaient déjà là, John McCain était encore en vie, et tous ces gens-là poussaient pour aller plus loin, poussaient pour Ouais. on va dire comment aller à Téhéran au prétexte effectivement que aussi ils étaient sous le feu par période d'attentats de milices chiites et en même temps parfois ils les aidaient. Donc c'était vraiment une confusion. Bagdad c'était effrayant de confusion. Les soldats américains n'y arrivaient plus à savoir qui était qui. Quand vous aviez des milices chiites qui s'affrontaient avec des milices sunnites, les types avec exactement la Ouais. tronche, et les soldats américains étaient là, ils comptaient les points à côté, ne On sachant pas comprenait qui rien. était, voilà. Ouais. Et les Mais Américains subissaient l'action des insurgés sunnites, donc des hommes de Saddam qui mettaient des bombes sous leurs véhicules, mais il y avait aussi les milices iraniennes qui mettaient des bombes aussi, et souvent d'ailleurs beaucoup plus efficaces que les autres, sous leurs véhicules. Donc si vous voulez, là on était dans la confusion, et le risque majeur de ça, c'est que tout ça crée une instabilité, une zone non contrôlée avec ce fameux détroit d'Ormuz où ouais. passe 20% de la production d'hydrocarbures de la planète. On a fait un point sur le monde moderne. Allez voir sur le site pour Ouais. expliquer ce qu'est ce détroit d'Ormuz, parce que Mmh, c'est un nœud géostratégique extrêmement important pour le mmh, pétrole et les échanges internationaux. Israël est en train de bombarder le site nucléaire d'Ispahan et Téhéran en ce moment. Il y a des missiles iraniens qui partent dans l'autre sens. On voit que ça reprend de plus belle d'une certaine façon. mmh. Est-ce que là, il faut s'attendre à d'autres actions américaines d'ampleur, ou plutôt dans l'ombre un soutien à Israël maintenant pour la suite des opérations?
Je pense qu'il va y avoir l'arrivée sur place aussi des destroyers américains qui ont eux-mêmes des systèmes de lutte antimissile et de protection antiaérienne qui pourraient mettre à disposition des Israéliens. Les Américains vont sans doute essayer de renforcer, et sont sans doute déjà en essayant de renforcer les interceptions de missiles, parce que ces derniers jours, on a vu des choses passer, on a vu des missiles qui normalement ne devraient pas. Tel Aviv et Haïfa, voilà. qui ont été frappés. Et comment, je sais que c'est pas à la mode de le dire, mais le dôme de fer donne des signes de fatigue, c'est assez inquiétant. Ouais. Certains journaux israéliens en parlent, des médias israéliens en parlent, des correspondants sur place aussi. L'équipe de Fox News fait un travail formidable au cœur des quartiers, expliquant justement ce qui se passe, interviewant les gens, et donc il y a cette menace permanente que, comme jamais Israël l'a eu. Des Israéliens à l'époque qui ont été interviewés, que j'écoutais hier, disaient que à l'époque du Hamas ou du djihad islamique, on balançait des roquettes, c'était des roquettes Katyusha, ça pouvait, c'est mort. Ouais. Mais là, on est avec des missiles qui pèsent 10 tonnes, qui arrivent sur un immeuble et qui effondrent la façade. Donc ça, c'est des choses qui grignotent progressivement. Et si l'Iran montre qu'il est encore capable et que ce dôme de fer finalement n'est pas efficace, ça risque d'être un problème. Il y a aussi, je vous dis, la question des munitions pour frapper les missiles qui commence un peu à se réduire. Et je pense que les Américains s'impliqueront davantage si Israël se sent encore plus menacé. S'il y a vraiment des positions de faiblesse, les Américains évidemment n'abandonneront pas Israël, et ça risque de se prolonger. Moi, je ne crois pas je ne suis pas du tout optimiste pour une sortie, en tout cas pour ce qui est de la phase militaire aujourd'hui, parce que ces deux pays, faut pas l'oublier, qui se font la guerre à 2000 km de distance au minimum. C'est ça, oui, c'est ça qui est incroyable. 4000. Donc, on est quand même dans une situation qui est unique. Voilà. Et donc, si c'est amené à se prolonger, quelle va être la suite? Quel va être le type d'intervention que les Américains vont faire, pourraient faire, que les Israéliens vont faire? Est-ce que ils ont l'intention de liquider aussi le guide suprême? Parce que là aussi, c'était sur la table, ça aussi. Voilà, on a subi des choses absolument incroyables avec Poutine, Zelensky, mais à ma connaissance, j'ai jamais entendu Poutine dire il faut éliminer Zelensky. Là, on a entendu Netanyahou ou d'autres suggérer que voilà, le conflit, Netanyahou a dit si le guide suprême est éliminé, le conflit s'arrêtera. Voilà ce qu'il a dit. Donc c'est vous voulez là dans un voilà. Donc on ne sait pas. Donald Trump a dit oui, on sait où il est. Vous savez, il aime toujours montrer que c'est lui qui sait, montrer que c'est lui qui est capable de comment à la fois de voilà. Mais dans la réalité, est-ce que c'est vrai? Est-ce que et en fait on ne sait pas du tout où tout ça va partir, quoi. Et non, on ne sait pas du tout où ça va partir. Merci beaucoup, Régis Le Sommier, rédacteur en chef d'Omerta. Omerta, le prochain numéro sera, j'imagine, sur l'Iran. C'est déjà dans les préparations. On préparer ça, effectivement, sur le Moyen-Orient, sur les néoconservateurs. On essaye justement, nous, de revenir sur les épisodes historiques, de donner du relief et de donner aux gens, justement, une matière pour comprendre, parce que il y a rien de pire dans les émissions comme la vôtre, justement, permettent de creuser, d'offrir ces éléments. Chacun en fait ce qu'il veut après, mais de rappeler ces contextes, de rappeler ce qui s'est passé avant, pour ne pas subir ce plaquage d'une page blanche en disant voilà, il y a les méchants d'un côté, les bons de l'autre, et tout ça va se terminer par le bien et la démocratie. Oui, parce que comme vous le rappeliez en début d'interview, c'est la même mécanique que pour l'Irak. D'un seul coup, en quelques semaines, l'Iran, c'est le mal absolu, il faut les abattre, c'est le danger pour la planète. C'est exactement la même communication guerrière qu'on a dû voir. Le diable. Et vous avez un livre d'ailleurs, Régis Le Sommier, sur les diables, et ils sont nombreux, et bien là, typiquement dans ce cas-là. Merci beaucoup, à bientôt sur Le Monde Moderne, et je vous invite bien sûr à aller voir sur les différents réseaux également les contenus d'Omerta qui sont toujours très très pointus sur ces sujets-là. Merci Régis, à bientôt.